dont je peux très bien me souvenir, pour dire qu'il y a aussi, dans toute revue, j'imagine, en tout cas c'était le cas ici, des passagers clandestins qui ne font pas partie d'aucun comité, mais qui peuvent jouer un rôle capital, et capital même dans la longue durée. Alors ce que je veux dire maintenant n'engage que moi, n'engage pas le Fresco et les autres, encore que ils étaient ravis de ce projet, c'est que quand on fabriquait le numéro intitulé Pensée classée, pour nous, Pensée classée, c'était les bistros. À cette époque-là, 1980, sans doute au cours d'une de mes nombreuses rencontres avec un ami, déjà ancien à l'époque, Claude Royer-Jaunou, poète, qui fait aussi des merveilleux gouaches, il me dit alors qu'est-ce que tu fous? Je lui dis ben, on prépare une revue avec etc. à la Maison des Sciences de l'Homme. Il me dit qu'est-ce que vous allez faire? La science face au racisme, pensée classée, la transmission. Il me dit ah bon? Pardon, je vais dire les choses simplement. Hein. Moi, j'ai dans ce livre auquel vous avez fait allusion, qui raconte la volonté d'un enfant analphabète, à cette époque-là, je connaissais encore moins de choses qu'aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, j'en sais très peu, mais je connais très peu de choses. Et donc il me dit, écoute, pour penser classée, il faut que tu ailles voir Georges Perec. Je dis Georges, je n'avais pas lu Perec, je ne connaissais pas. Comme ça, la formation était celle d'un archéologue et d'un philologue de l'ancien. Je dis, écoute, je te fais entièrement confiance. Il me donne le numéro de téléphone et l'adresse à la rue Guinée de Perec, je l'appelle et je vais voir Perec. Et je raconte ça parce que ça me paraît une histoire paradigmatique qui à la fois va traverser toute l'histoire de la revue Le Jean Bénin, et puis disiez aussi pour ce qui est des liens entre cette revue et la librairie du XXIe siècle au Seuil, ça a joué un rôle également. Je vais voir Perec, je lui dis, enfin, avant d'aller le voir, il l'avait lu quand même, je comprends que c'est un auteur important, et je lui dis, voilà, on crée une revue qui va lutter non pas contre l'antisémitisme, mais qui va lutter et réfléchir à toutes les formes de racisme et d'exclusion, d'hierarchisation sociale, et nous allons faire un numéro sur pensée classée, etc. Et il me dit, oui, d'accord, j'accepte. J'étais très, très heureux qu'il accepte. Je vous dirai aussi, il se trouve à l'IMEC, l'unique lettre, ou à peu près, quelques-unes d'autres, que j'ai reçues de Perec, c'était pour me dire qu'il ne faisait pas l'article, parce qu'il avait pris du retard. Il faut savoir que quand on débute une revue, il faut être très rusé. Je donne toujours des fausses dates. Et donc je lui ai dit, vous inquiétez pas, nous aussi on a pris du retard. Et donc son texte est arrivé. Je vais, avec Lydia Flem, compagne de l'époque, déjà, nous allons chercher à la rue Guinée le texte. On arrive et il me tend un texte qui s'appelle Pensée classée. Je lui dis, écoutez, il n'y aura aucun problème, je suis ravi de vous lire, je n'ai encore rien lu, c'est juste il faudra changer le titre. Et il me dit pourquoi? Et je dis, mais parce que Pensée classée, c'est mon titre, c'est le titre de la revue, c'est notre titre, et dans la science face au racisme, ou dans la transmission, plus tard, on ne va pas faire un numéro qui s'appelle la science face au racisme, avec le titre d'un article qui est la science face au racisme. Donc on ne peut pas faire Pensée classée avec un titre qui s'appelle Pensée classée. Ah, il me dit, ah, mais vous n'avez pas bien lu, il y a une barre oblique et des guillemets. C'était réglé. Bonsoir à tous et à toutes. Après la verve de Maurice, il est quand même difficile de prendre la parole. Alors je voudrais remercier François Vitrani qui a eu l'idée de montrer ce film. Et je trouve ça très beau qu'on entende la voix de Maurice racontant Perec dans ce lieu qui lui était si cher et pour une soirée qui est encore plus que beaucoup une soirée coïncidence Maurice Hollander. Et je voudrais en profiter aussi pour remercier Lydia qui est là, et puis remercier Sophie, remercier les équipes du Seuil qui sont là, et puis remercier nos deux invités de ce soir, donc Sylvia Richardson et Claude Burgelin. Tous deux vont nous parler donc de ce même contemporain capital qui est Georges Perec, dont Maurice, vous le savez, a publié avec passion tant de livres. Et il évoque, dans Singulier Pluriel,
cette rencontre qu'il nous a racontée là en vidéo, et ce qu'il nomme la machine à écrire Pérec. Et je vais lire quelques mots de Maurice, parce que Maurice savait merveilleusement raconter à l'oral comme à l'écrit. Que ce soit à propos de mes enquêtes sur les constructions d'altérité, portant sur le sexe des dieux, dans les mythes grecs ou romains, ou sur l'invention académique des idées d'altérité raciale au XIXe siècle, le travail de décalage intellectuel entrepris par Pérec m'a toujours été précieux, notamment quand il a fait exploser les stéréotypes, proposant de reformuler ce qui souvent échappe à la perception première. Sa rigueur est une poétique. Si les écrits de Pérec apparaissent désormais comme des classiques pour notre temps, ce n'est pas seulement en raison des systèmes de contraintes qu'il se donnait, mais aussi parce qu'il incite à déceler les liens nécessaires entre forme et sens, politique et poétique. Il explore les limites de la norme, au sens grec de la beauté et de la bonne forme politique. Enfin, Pérec n'esquive pas les contraintes inhérentes aux dérives esthétiques, nécessaires pour élaborer un laboratoire poétique qui pourrait contenir l'humanité de l'humain, à l'écart de la barbarie qui l'abîme. Pérec est l'écrivain que l'on sait, mais il est plus que cela. Il est l'inventeur d'une machine à écrire qui rappelle à l'humain que jamais il ne pourra se passer de sa propre humanité pour fabriquer ses propres machines à creuser une nécessaire mémoire d'avenir. Et donc on comprend évidemment la place qu'occupe Georges Perec dans la librairie du XXIe siècle. Alors avec nous ce soir, Sylvia Richardson, que je remercie, qui avec sa sœur Marianne Saluden, qui est présente aussi ce soir, et que je remercie aussi pour cela, veille à la destinée littéraire de Georges Perec, à une fidélité dans l'inventivité de toutes les publications posthumes, qu'il s'agisse d'inédits ou de rééditions. Donc vous avez pris la suite de votre tante, Ella Bienenfeld, cousine et sœur de cœur de Georges Perec, Lily, avec laquelle Maurice avait noué des liens très forts, puis avec Marianne et vous. Et nombre de ces livres qui ont recomposé et modifié l'image que nous nous faisons aujourd'hui de Georges Perec ont été publiés dans la librairie du XXIe siècle, dont le dernier en date, Je, paru en novembre dernier, que nous allons lire et arpenter ensemble ce soir. Je, ce sont des défis ludiques, je vous cite, des défis ludiques irrésistibles, géographiques et culturels. Et en ce sens, on peut dire qu'ils sont très représentatifs aussi de l'œuvre de Georges Perec. Et avec nous également Claude Burgelin. Claude Burgelin, professeur émérite de littérature contemporaine à l'Université de Lyon, auteur d'un livre dans la librairie du XXIe siècle, Les Mal Nommés, en 2012, mais aussi de nombreux essais sur Perec et d'une biographie parue cette année, sobrement intitulée Georges Perec, et qui s'ouvre sur ces lignes que je voudrais lire, parce qu'elles sont assez magiques et elles disent bien quel est ce livre lui-même, vraiment très très fort. Un après-midi du printemps 1959, 18 ans, Cagneux. Je tombe rue Le Courbe, près de la librairie Boulinier, sur mon ancien camarade d'Hippocagne, Roger Clément, flanqué d'un parachutiste au béret jaune de Traviole. C'était le para Perec. En ce temps de la guerre d'Algérie, il n'était pas de bon ton de fréquenter les paras. Celui-là était immédiatement amical, chaleureux, plus que drôle. C'était donc le para Perec. Et donc votre essai biographique, Claude, naît en partie de cette chance d'avoir fait partie de la constellation d'amis de Perec. Vous parlez d'une constellation d'amis. En partie seulement, puisque, ajoutez-vous, cette proximité ne vous donne, là encore je vous cite, aucune légitimité pour parler de lui, aucune légitimité de parole. Et donc je suis d'accord, en fait, avec vous. Ce n'est pas cette proximité amicale qui vous donne une légitimité pour parler de Perec, c'est la manière absolument sidérante dont vous nous racontez et vous nous expliquez Perec, l'homme, sa drôlerie, sa mélancolie, tous ces paradoxes, et puis le Perec écrivain majeur, et tous les liens que vous tissez entre toutes ces œuvres,
les enjeux de ce qui pourrait d'abord paraître, je vous cite encore, un chantier fragmenté. Mais ce chantier fragmenté, vous le comparez à la cathédrale proustienne, qui est un chef-d'œuvre parce qu'elle est inachevée. Et donc, Pérec, c'est ce chef-d'œuvre toujours en devenir et cette mémoire d'avenir dont parlait Maurice. Alors peut-être pour commencer, en lien avec la vidéo de Maurice Hollander que nous venons de voir, je voudrais vous citer, Claude, dans Singulier pluriel, toujours, mais aussi dans la biographie de Pérec. Vous écrivez combien l'une des singularités de cette œuvre, c'est sa vie posthume. Et vous évoquez le travail qui a été mené par Ella Bienenfeld et Maurice Hollander pour publier des œuvres qui, du fait de la mort prématurée de Pérec, bien sûr, étaient souvent des projets, des chantiers et des inédits. Et vous dites que ces textes, enfin disponibles, ont fait apparaître les pièces manquantes du puzzle. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler, et je poserai bien sûr ensuite la même question à Sylvia Richardson, qui a pris la suite avec sa sœur de sa tante, est-ce que vous pouvez nous parler de la place de Maurice Hollander dans ce Pérec posthume et dans ces posthumes régulièrement publiés qui n'ont cessé de modifier le regard que nous portons sur lui? Il y a un texte fondateur de ce point de vue, c'est les pensées classées. Parce que c'est effectivement un des livres où sont recueillis quelques-uns des textes les plus essentiels de Pérec. Je pense à son texte sur la psychanalyse. S'il y a un texte au monde à faire lire à quelqu'un qui tournicote autour de la psychanalyse, ben c'est évidemment celui-là. Et puis ce fameux Pensée classée, qui est un discours de la méthode, bien sûr, tout péréquien, mais qui est formidablement riche. Méandre au milieu des mots, cherche comment il va trouver dans ces méandres au milieu des mots celui ou ceux qui vont illuminer sa pensée. Et donc là, c'est effectivement un texte des rares de trouver un texte qui agglomère autant de choses tout en les laissant éclater, disperser. Et puis après ça, il y a ces tout petits bouquins qui étaient merveilleux parce qu'ils sont élégants, rapides, prestes. Je crois que Pérec serait tout à fait reconnu, qu'il y a quelque chose là de l'alliance qui s'est nouée entre Ella Bienenfeld, qui était une personne d'une intelligence, de scrupule, d'une finesse absolument remarquable, et qui n'aurait jamais rien laissé passer qui corrompit la mémoire de Georges. Elle a été formidable, cette femme, qui était la discrétion et la retenue même. Et donc, ils ont travaillé ensemble, et chacun de ces petits livres, dont aucun n'est un livre de Pérec, qui rassemble des textes de lui, et certains ont eu une influence décisive. Je pense par exemple à l'infraordinaire. L'infraordinaire est une notion que Pérec a été piqué chez le sociologue dont le nom commence par B, Virilio. Vieillesse. Virilio, qui a été aussi une rencontre décisive pour Pérec, et qui est quelqu'un d'une inventivité remarquable. L'infraordinaire est maintenant passé dans le dictionnaire. Enfin, c'est une notion commune et tout à fait ordinaire de notre infraordinaire. Donc là, la façon dont s'est construite la cathédrale Pérec depuis la mort de Pérec, grâce à effectivement à Ella, à Sylvia et à Maurice Hollander, est une aventure éditoriale passionnante et hors du commun. Et Sylvia, vous nous en dites quelques mots? En fait, moi, j'ai pris connaissance progressivement en discutant avec ma tante. D'abord de Maurice, j'ai commencé à entendre parler de Maurice et de Lydia et de la confiance qu'elle avait. Ma tante était quelqu'un qui était en effet très réservé, mais quand elle donnait sa confiance, elle était totale. Quand elle n'avait pas confiance, c'était aussi total. Elle réfléchissait longtemps, mais après elle était décidée et claire.
Et au fil des années, son souci a été de... parce qu'il y avait une espèce à la mort de Georges, il y avait une espèce de précipitation, peut-être d'engouement, il y a des tas de choses, il faut vraiment... tout le monde voulait faire découvrir, travailler dessus, et elle a eu le courage, la clarté de penser que c'était pas une bonne chose de se précipiter, qu'il fallait au contraire en effet construire, et comme une petite goutte d'eau rafraîchissante, année après année, qu'il fallait prévoir toute une série sur le long terme. Elle voyait le long terme, elle voyait vraiment l'intérêt de Georges. Pour elle, c'était mais évidemment, elle a mis du temps à développer sa stratégie. Et pour développer sa stratégie, elle n'était pas toute seule. Elle a rencontré aussi Maurice et puis d'autres, des amis, en fait. Je vais insister là sur l'importance de la rencontre avec Philippe le Jeune. Oui, et la rencontre avec Philippe le Jeune aussi. Parce qu'elle a beaucoup aimé, par exemple, bon, ça on l'a vu, on en a parlé pour Lieu, elle a aimé découvrir évidemment le fond Pérec. Ça a été d'ailleurs un peu une tragédie pour elle. Ce fond était d'abord allé chez elle, et donc elle pouvait vraiment regarder elle-même, et ça a été, mais elle voyait bien que c'était une solution qui n'était pas pérenne. Donc le temps de trouver la solution avec l'Arsenal et l'association et l'accord tripartite hyper compliqué finalement entre la bibliothèque de l'Arsenal, le fonds qui était déposé, Lily, etc. Ils sont arrivés à trouver cette solution, mais à partir du moment où elle ne pouvait plus, elle, rester proche de Georges en regardant physiquement les papiers, ça a été déjà un grand chagrin. Mais donc, après, elle allait à l'Arsenal et elle a ouvert en particulier les enveloppes avec Philippe le Jeune. Et ça a été une découverte et de nouveaux porteurs. Elle est vraiment complètement entrée dans l'univers secret de Georges, parce que bien sûr, elle et nous, on ne savait pas tous ces projets. Je veux dire, ça c'était... donc elle a construit, vraiment c'était, et elle m'avait dit, il faut ne pas se précipiter et que le public, on lui rappelle Georges année après année par certaines choses, mais ça ne servait à rien de faire trop vite. Et alors justement, ce projet Lieu, ça a été la précédente grande publication dans la librairie du XXIe siècle, avec, je parlais de fidélité dans l'inventivité, mais c'est exactement ce que vous avez fait pour Lieu, enfin, votre tante d'abord, et puis vous ensuite avec Maurice Hollander, parce que vous avez inventé aussi un site internet qui permet de naviguer, enfin, il y a aussi ce Pérec qui est contemporain, parce qu'il s'adapte absolument à toutes les mutations de la pensée, etc. Enfin, c'est absolument incroyable. Et là, donc, le livre pour lequel nous sommes aussi réunis ce soir, c'est ce volume jeu qui en rassemble 3 en fait. Donc, les jeux intéressants, les nouveaux jeux intéressants, les pérégrinations, et puis, donc, qui étaient 3 volumes qui étaient indisponibles. Et là, donc, ils sont republiés en un volume au Seuil, avec... le déploiement de toute la part inventive de Pérec, son goût du jeu, son goût des rébus, des mots croisés, des devinettes, des promenades à contrainte, des casse-têtes, des chiffres et des lettres, pourrait-on dire. Et donc, est-ce que vous pouvez nous raconter, puisqu'il y a cette attention au fait de ne pas aller trop vite, pourquoi ce livre-là, quelle a été sa genèse? Je crois que Maurice a beaucoup travaillé dessus aussi en amont. Et quelle est son importance, selon vous? Justement, avec Maurice, on avait, avec la parution de Lieu, c'était tout le côté biographique, autobiographique, et en même temps l'histoire de Georges, il y a des côtés très tragiques, on le voit perdu, on le voit malheureux, etc. Tout ça a été révélé au public, mais donc la dimension triste
on peut dire, de l'œuvre de Georges a été vraiment mise en valeur pendant... Bon, il y a eu le documentaire de Pierre Lannes qui a pris l'option triste aussi. Et avec Maurice, on s'est dit, mais il y a d'autres côtés de Georges. Georges, de fait, il était joueur, très gai, il aimait faire des blagues. Il y avait tout un côté très vivant. Et comme ces volumes étant épuisés, Zulma ne voulant plus les republier, on s'est dit c'est l'occasion de cet aspect essentiel pour lui qui était l'aspect jongler avec les lettres et construire sa gymnastique autour de ça, mais qu'il faisait de manière automatique dans des conversations, enfin, il ne pouvait pas s'empêcher de tout le temps, en fait, jouer avec le langage. Et bien, on s'est dit que c'était le moment de faire ressortir ça comme contraste et comme autre éclairage d'un côté qu'il a poursuivi tout au long. C'était un axe de son travail. Clairement, d'ailleurs, tu l'expliques très bien qu'il faisait des gammes. Enfin, je veux dire, c'est lui qui l'explique. C'est lui. Il l'a expliqué. Il y a un entretien que j'ai relu tout à l'heure, qui est publié dans les volumes d'entretiens et conférences, de discussions avec Jacques Benz, où il explique que c'est comme faire mes gammes. Je commence la journée, je me fixe des contraintes, je me mets l'esprit en route et bon, ça allait évidemment bien plus loin, mais ce côté, enfin je veux dire, nous qui l'avons connu personnellement, il adorait jouer, il adorait jouer à des jeux de société, etc. Et aussi, enfin, il pouvait, enfin donc c'était un aspect qui est un peu enfin moins connu, enfin moins mis en valeur, c'est pas que c'est connu, mais moins. Donc on pensait que c'était un bon moment comme balancier, finalement. Oui, et puis l'autre lien, c'est avec Espèce d'Espace, qui a lui aussi été republié dans la librairie, avec des inédits. Il y a dans ce volume jeu des promenades dans Paris, pour associer une figure célèbre et sa rue, le Paris des musiciens, pour retrouver dans une liste de 9 musiciens les 3 qui n'ont pas de rue parisienne. Et c'est pas simple, hein, même quand on est habitant de Paris. Et puis, vous montrez aussi les liens, ça c'est vous qui le faites, Sylvia, dans l'avant-propos, les liens entre ces jeux que Perec propose et puis tous les personnages qui eux aussi marchent. Oui. Et puis, Claude, vous montrez le lien avec Espèce d'Espace où Perec nous propose de traverser Paris de part en part en empruntant que des rues commençant par la lettre C. On aurait pu faire ça pour arriver ici tout à l'heure avec Maxime Decoux, mais vous ne nous auriez pas vu. Et alors, Claude Burgelin, vous parlez de Perec comme d'un paysan de Paris, qui aime déambuler et noctambuler, j'aime beaucoup ce verbe, au fil des rues. Est-ce que c'est une dimension de l'œuvre à laquelle vous êtes aussi l'un et l'autre particulièrement sensibles, cette dimension géographique et spatiale? Claude? Oui, il a adoré cette ville. C'était son lieu, lui qui s'est présenté comme quelqu'un venant de nulle part et sans attache fondatrice. Paris est devenu sa ville. Alors, l'amour de Paris est un amour qui restait très discret, très secret d'une certaine façon, parce qu'il n'en fait pas des masses de commentaires. Il ne dit pas tellement « j'adore la rue machin, c'est si beau la place Sulpice », non. Il y a une gourmandise, un plaisir de la nomination qui est extraordinaire. Et là, il faut que vous fassiez tous les mots croisés qui vérifieront les degrés de votre culture parisienne. Pas facile. Mais il adorait ça, parce que... Et on le voit dans le lieu, justement, noctambuleux, dans Paris, et il aime les bistrots, il aime les petits restos, le Paris sans prétention, le Paris qui ne voit pas les touristes. Il est là, il y est, c'est son lieu, Alors, paysan de Paris, la formule est peut-être un peu facile, parce que Aragon vous l'a dit que c'était un peu trop vite, mais c'est ça, il y est. Et c'est
pas toujours évident chez Pérec. Pérec était un homme d'une discrétion excessive. Mais là, il dit son amour de Paris de cette façon dérobée et subtile qui est un pur délice. C'est bien. Oui, en fait, je peux dire que c'est lui aussi qui m'a fait découvrir Paris. Parce que c'est les premières grandes marches dans Paris, je les ai faites avec lui, quand j'avais 10 ans, ou je sais pas quoi, pour aller au cinéma de chez lui, enfin, dans une marche d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Enfin, et lui, il aimait tellement ça, il communiquait son amour, enfin, et ses explications et ses blagues en passant. Oui. Et le côté spatial a été, pour quelqu'un qui était mal spatialisé, hein, parce qu'il confondait la droite et la gauche, le côté spatial a été quand même très très important dans toutes ces constructions littéraires. Et donc c'est pour ça que dans Lieu, on a essayé de donner cette dimension hypertextuelle on s'est permis d'inventer des jeux autour de Lieu, finalement, pour donner liberté au lecteur. Et je m'étais persuadée que s'il avait connu les possibilités de l'informatique, il aurait été complètement à travailler avec des équipes d'informaticiens pour développer, parce qu'il était de toute façon très intéressé par les structures et tout ce côté ludique, informatique aurait été quelque chose qui l'aurait fasciné. Enfin, bon, il n'a pas connu ça, mais on s'est dit que c'était ça permettait d'ajouter une autre dimension à une dimension qu'il aurait pu, on a imaginé qu'il aurait pu donner s'il avait vécu. Oui, et puis c'est appelé par le texte, je trouve. Et on peut avoir l'impression de nous offrir une promenade numérique à travers Lieu, et en fait, je pense que pérégrination aussi. Bien sûr, oui, c'est exactement la même chose. Et alors justement, on sait aussi que Pérec était très sensible, Claude vient de le dire, à l'infraordinaire, à la vie quotidienne, aux messages publicitaires, aux marques, qui sont une forme de culture commune aussi, de culture populaire. Et donc, est-ce que le fait, c'est une question rhétorique en fait, Claude, parce que je la vole à votre biographie, essai biographique, est-ce que le fait de proposer de tels jeux dans les journaux comme Ça m'intéresse ou Jeune Afrique, c'était une manière aussi d'entrer autrement dans le quotidien des lecteurs, qui lisent, certes, mais qui aiment aussi les rébus, les mots croisés, et qui donc là ont un autre rapport au livre, à l'auteur, un auteur qui est un compagnon de jeu en fait. Alors il a redonné à l'expression bien académique d'homme de lettres, oui. Un sens délicieux, puisqu'effectivement, les livres étant faits avec les 26 lettres de l'alphabet, allons-y gaiement, et décortiquons-les, jonglons avec elles, amusons-nous tant et plus, on en retire une, etc. Et Autriche. Question de la triche. Je pensais à propos de l'intelligence artificielle, c'est sûr que tout ce qui relève de l'intelligence artificielle l'aurait passionné. Mais je pense que la première chose qu'il aurait fait, c'est essayer de faire déraper. Ah bien sûr, absolument. C'est frappant par exemple quand on voit la tentative d'épuisement de la place Saint-Sulpice. Il avait son petit programme narratif, il l'exécute consciencieusement, un 86 passes, un 70 passes, etc. Et puis ça se termine par le Mikado qui traverse la place Saint-Sulpice, passe au papa pousse en poussette, il déconne, il fait dérailler le système. Et ça, c'est absolument exquis. Ah oui, je pense qu'il aurait poussé les possibilités d'Internet jusqu'au bout, et déjà qu'on a du mal à déchiffrer, décrypter certains des jeux de Pérec, là, avec les possibilités de l'informatique, je pense que les chercheurs auraient été bien malmenés. Oui, exactement. Et alors, Claude, Sylvia le disait, Pérec travaillait tous les jours 1 heure à des mots croisés, des rébus, des anagrammes, des palindromes, avant d'écrire, comme un pianiste fait des gammes. Et donc, on peut imaginer qu'on a tous à gagner
à se lancer dans les jeux, parce qu'après on pourra l'écrire. Mais vous dites aussi, c'est page 201 de votre livre, que Pérec, non, vous citez le conseil de Lacan aux analystes, faites des mots croisés. Et alors ça m'a paru très obscur. Et donc je voudrais savoir pourquoi les analystes ont besoin de faire des mots croisés. Est-ce que ça a un rapport avec la psychanalyse que vous racontez de oui. Pérec avec Pontalis? Oui. Lacan a été l'objet d'un culte de la personnalité absolument délirant. Et donc il y avait tout le temps des groupies qui lui demandaient au maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un grand analyste comme toi? La réponse a été faites des mots croisés. Le tremblement du sens. Sachez que derrière un mot, il y a un autre mot, et que derrière cet autre mot, il y en a encore un autre, etc. C'est regarde de tous les yeux, regarde, écoute, entend, regarde le mot, d'ailleurs, comment il est composé, avec quelle lettre, etc. Et entend ce qu'il y a à entendre. Et c'est effectivement le meilleur des conseils qu'on puisse donner à un psychanalyste. Il coule de source. Vous faites une distinction, Claude, et ça, c'est une question qu'on pourra poser aussi à Sylvia, qui est anglophone. Oui, je ne dis pas de bêtises. Cheers. Oui, voilà. Vous faites une très belle distinction entre deux manières de dire le jeu en anglais. Et donc, vous dites que Pérec a l'art de transformer le jeu contraint aux formes fixes, donc ça c'est le game, en un jeu de liberté et de fantaisie, le play. Est-ce que vous pouvez nous en dire C'est ça qui est absolument délicieux chez Pérec, c'est ces passages du game, c'est le jeu aux règles contraintes du genre échec, go, etc. C'est un certain type de jeu de cartes, au déconnage. C'est embêtant que le verbe déconner ne soit pas un verbe académique. Là, c'est sa chance aussi. Et, Rabelais déconne à plein tube. Et c'est ce qui rend Rabelais un auteur délicieux. Diderot, Sterne déconne un peu beaucoup. Le solennel Victor Hugo adorait déconner et faisait des jeux de mots pas possibles. La fiente de l'esprit qui vole. Joyce, bien sûr. Joyce. Et effectivement, derrière le jeu à forme contrainte, il y a effectivement de la contrainte et donc de l'enfermement. Et Pérec est ainsi construit qu'il lui faut de la contrainte, qu'il lui faut des règles, des piliers. Et une fois qu'il a posé ses piliers et qu'il a bien mis ses verrous, il les dévisse. Et ça donne une richesse, parce qu'au fond, à la fois les gens et les esprits épris d'ordre sont ravis, et en même temps, les esprits épris de désordre respiratoire sont ravis aussi. Je rappellerai une petite chose qu'on omet de raconter à notre belle jeunesse quand on lui fait étudier les tragédies classiques. De rappeler que le divin Racine écrit des pièces en 5 actes, première contrainte, vers Alexandre, deuxième contrainte, avec une césure au milieu à l'hémistiche, avec une alternance des rimes masculines et des rimes féminines. De le cahier des charges, et c'est le cas de dire chargé. Et grâce à ça, il fait exposer les passions humaines de façon inouïe. Donc les esprits, avec la littérature la plus stricte, celle du siècle cartésien pascalien, utilisaient des procédures de jeu avec une élégance extraordinaire, et que Pérec retrouve cette tradition, qui on pourrait continuer à baliser la littérature française à partir de la notion de jeu. Elle est fondatrice. Et alors, Pérec l'a poussé plus loin, parce qu'effectivement, le jeu, il l'a conçu de telle façon qu'il dit en substance à son lecteur, mais viens jouer avec moi. Le volume le dit. Il n'y a pas beaucoup d'écrivains français qui nous ont dit « Viens jouer avec moi. Ma table est ouverte. Je te dis d'ailleurs avec quelles règles de jeu je fonctionne. Tu peux le faire. »
Et c'est, alors, faut pas en faire une recette, des recettes trop faciles, mais c'est évident que les ateliers d'écriture qui sont développés ici et là doivent beaucoup à Pérec, et il n'a jamais, il a permis de déconstruire une certaine image de l'écrivain. L'écrivain, haute autorité intellectuelle et morale qui justifie ses conseils et ses principes éthiques. Lui, il dit, moi je cherche les mots, et débrouillez-vous avec ça. C'est très intéressant de voir que il peut produire des formules définitives, l'écriture et le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie. C'est une maxime romaine. Comme essayer des approches, par exemple quand il dit « je ne sais pas ce que ça me fait que d'être juif, c'est une question, une mise en question, un flottement, une inquiétude », et il y a encore un cinquième mot, c'est-à-dire faire jouer les mots, de façon très subtile, en montrant bien qu'il n'y a aucun mot qui arrive à définir à lui seul ce qu'est sa relation à sa judéité. Et ça, Pérec nous fait vivre des expériences intellectuelles et verbales extraordinairement variées et nous impose justement la souplesse. Sachez dire que 2 et 2 font 4, et sachez aussi qu'ils peuvent de temps en temps faire 5. Sylvia, cette distinction game et play, ça vous... Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des... Game, c'est le jeu avec des règles. Et play, c'est jouer, en fait. Mais jouer, on ne joue pas forcément. On peut changer les règles au fur et à mesure, etc. Oui, et le fait que, en effet, nous, on se rend compte, Marianne, Isabelle et moi, que les lecteurs jouent tout le temps avec Pérec et imaginent donc les projets que l'on voit éclore, les suggestions sont extrêmement variés, très imaginatifs. On regardait avec Isabelle aujourd'hui une proposition d'une jeune femme qui veut faire un dialogue imaginaire avec Georges. Donc elle veut en fait, elle pense à son espace et elle essaye de voir ce que Georges fait. Elle décrit son espace et elle essaye de voir ce que Georges lui aurait dit, etc. Bon, c'est un exemple, j'y pense parce qu'on l'a regardé aujourd'hui, mais pour vous dire que ça débride l'imagination de tous les lecteurs et de la communauté des architectes, de certains scientifiques, beaucoup plus que juste la littérature. Il y a des projets de toutes sortes, de gens qui prennent les structures, certaines de ces règles, et qui eux-mêmes vont faire des défauts, qui les reconstruisent pour eux et jouent avec, et s'inspirent. Donc ça a permis non seulement pour lui, mais pour toute une communauté d'avoir plus d'imagination et d'une création très, très, très variée. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Et d'ailleurs, le jeune public est fervent, enfin le jeune public fait des, je me souviens, donc l'audience est assez universelle, et ça c'est tout à fait extraordinaire, et nous on le voit, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont encore pu inventer, et puis à chaque fois c'est marrant, c'est séduisant, enfin des fois c'est complètement, c'est pas bien, mais c'est quand même la foison d'inventions de public et de gens qui veulent, qui ont trouvé des échos, et je trouve extraordinaire, je ne sais pas si il y a d'autres écrivains à qui ça arrive, mais c'est assez... donc, suivre tout ça, on discute. Pérec fait appel en nous à l'esprit d'enfance au sens fondamental de ce mot.
J'aime pas beaucoup quand on fait appel à l'esprit d'enfance. En général, c'est des niaiseries qui arrivent. Et là, il retrouve le génie même de l'enfance, qui est le génie de la question, et la question fondamentale, la question de l'origine. D'où vient que c'est les questions sur lesquelles sont fondées les grandes aventures intellectuelles des philosophes du XVIIIe siècle. Rousseau, d'où vient le langage? Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes? Qu'est-ce que la culture produit? Elle est corruptrice ou elle est fondatrice? C'est des questions élémentaires que nous avons tous posées d'une façon ou d'une autre quand nous étions enfants. Et Pérec les reprend à sa façon pour repartir, et ça fait que c'est une aventure de pensée absolument extraordinaire, alors même que les procédures avec lesquelles il mène cette aventure de la pensée n'ont rien à voir avec tous les édifices philosophiques, architecturés sur des bagarres de concepts. Il reprend ça à partir du vital. Et ça, je crois qu'on lui est très reconnaissant de nous faire revenir à cette origine de la question. Oui, et puis le jeu, vous commencez à le dire aussi, c'est quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire qu'il y a aussi une peur de la contrainte, une terreur de l'enfermement, des mots qui sont des lois et des consignes. Et donc c'est en lien évidemment avec le trauma de la guerre, avec le trauma de la Shoah, de la disparition. Et donc il y a aussi cet aspect très sérieux. Et la question qu'on pose, c'est aussi une question qu'on pose au monde, qui peut nous enfermer, non? On pourrait repartir du fait que dans W, après tout, l'IW, elle est fondée sur le jeu. Ouais. Les Jeux pseudo-olympiques, les Atlantiades, etc. Et montre comment les jeux conçus d'une certaine façon aboutissent au contraire même de ce qu'ils prétendent instaurer. Pensez à relire avant les Jeux Olympiques de 2024. Et comment ces Jeux Olympiques ne cessent de célébrer la victoire du puissant sur le moins puissant. Et c'est intéressant qu'ils partent du jeu pour aboutir à ça, à relire élémentairement ce que c'est que la société capitaliste. Je dis capitaliste pour aller vite. Il y a aussi chez Pérec une immense attention, alors là je vous cite encore Claude, à tout ce qui est ressources typographiques, étiquettes, faire-part, facsimilés, à tout ce que les Olympiens nomment le troisième secteur, qui recouvre tout ce qui se lit hors livre, les affiches, les billets de banque, les petites annonces. D'ailleurs, justement, dans sa description de la place Saint-Sulpice, il y a tout ça. Et donc, est-ce qu'on peut aussi y associer les rébus, les mots croisés, qui sont dans le jeu, parce qu'il y a tout un travail là-dessus aussi. Est-ce que ça participe de cette attention? J'incite quelque part le futur éditeur de la Pléiade 2030 de mettre les mots croisés de Pérec dans la Pléiade. Ils sont merveilleux. C'est un des très grands. Il y en a quelques-uns. Son maître Robert Scipion, nous déplorons toujours la disparition. C'est vraiment sublime. Mais il y en a de bons aujourd'hui, comme Gaëtan Goron, qui provient. Non, c'est magnifique les définitions de Pérec. C'est des petits haïkus poétiques. Ça me fait glousser de rire quand je fais les mots croisés. Ma femme me dit, mais pourquoi tu ris comme ça? C'est définition de Pérec. Oui, les mots croisés, c'est. Et là aussi, nous donner quelques instants de bonheur par les mots, c'est d'utilité publique. Enfin, on ne peut que baiser les pieds de Pérec de nous avoir offert cela. Enfin, un auteur qui nous ait autant fait rire. Mais quelle merveille! Les petits abécédaires illustrés, des choses comme ça, sont des petits joyaux. Et il nous montre que les petits joyaux, ce n'est pas des diamants de Van Cleef et Arpels, c'est des petites conneries, des petits riens, l'esprit qui vole, et qui donne des choses délicieuses à attraper.
Oui, et tu ne parles pas des pastiches, Oui. des pastiches scientifiques qui sont vraiment... Ah oui, c'est le succès. Le succès de la cantatrice Sopranica. Oui. Et par exemple, avec Georges, on avait écrit Cosinus Era, enfin, un texte pseudo-scientifique qui est illustré une carte imaginaire dans une exposition où il y avait une carte d'un de ses amis. Et il riait en même temps qu'il écrivait, par exemple, Li, Putupi, arrêtez pas d'avoir des syllabes de plus. Bon, moi je le voyais écrire. Moi j'ai fait les formules, les pseudo-formules de dynamique pour des papillons. Enfin, il n'arrêtait pas de rajouter en effet des petites. Enfin, il riait en l'écrivant. Ah oui, j'ai encore dans l'oreille la façon dont il pouffait de rire. Oui. C'est connu. Et donc les pastiches scientifiques, comme il a quand même côtoyé des scientifiques pendant toute une partie de sa vie, c'était une autre manière de déconstruire en fait. Oui, et cette fois c'est le jeu au sens mécanique du terme presque, parce que vous citez, Claude, une formule que Pérec emprunte à Paul Klee, disant le génie c'est l'erreur d'un système. Et je trouve que le jeu, c'est ce qui permet aussi de faire bouger un système contraint. Et vous explicitez ce fonctionnement dans la vie mode d'emploi, dans lieu, dans tant de textes péréquiens et oulipiens. Et comme vous, Claude, vous êtes comme moi littéraire, peut-être plus scientifique que moi, mais c'est pas difficile. Et Sylvia, vous êtes plus scientifique, puisque vous êtes scientifique. Hein. Oh. Bon. Spécialiste de statistique et mathématicienne, je crois. Voilà. J'aimerais vous écouter l'un et l'autre sur cette question du génie, qui est l'erreur dans le système, sur Oulipo entre littérature et mathématiques, bien sûr. Tous les deux. Quelle est la vision que vous avez? Qu'est-ce que le fait d'être mathématicien apporte comme... Puisqu'on sait très bien qu'Oulipo, c'est entre littérature, mathématiques, etc., bien sûr. Mais quel est le rapport que vous avez, du coup, à ces jeux-là? Est-ce qu'il est différent? Moi, personnellement, certainement. En plus d'une certaine manière, au moment où je me posais des questions sur ce que j'allais faire comme étude, parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de matière, Georges m'a fait rencontrer le Lyonnais. Donc, grâce à l'Oulipo, pour que je discute un peu de mathématiques, enfin, que je vois un autre côté que le côté très scolaire, en fait. Il s'est dit, elle a besoin de voir que ça peut mener, enfin, un point de vue pas que scolaire, des mathématiques, et donc je suis allée discuter avec lui. Je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai choisi de faire des études de maths, mais ça fait partie de... Il m'a certainement encouragée d'explorer cet aspect, et donc parce que les structures, il était fasciné par les structures, en effet, la combinatorique, mais pas que ça, je veux dire, toutes les structures, ça l'intéressait. Donc c'était une de ses architectures, et je pense que il aurait voulu il aurait aimé être aussi mathématicien. Il y a beaucoup de jeux mathématiques dans le jeu. Oui, ça c'est aussi la collaboration avec Jacques Bins, parce qu'en fait c'était plutôt Jacques Bins qui a inventé les jeux mathématiques, et lui, mais il aimait en fait il communiquait, il admirait, il aimait. Bon, Roubaud était aussi mathématicien, enfin je veux dire, c'est clair que cette partie scientifique. Et finalement, des grandes découvertes se font complètement par hasard. Je veux dire, la pénicilline, enfin on voit, enfin je veux dire, c'est pareil pour les expérimentateurs. Je veux dire, il y a une partie de chance, il y a une partie de découverte, et justement de quelque chose qui se passe, qui n'est pas ce qu'on avait prévu, et c'est là qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Donc je pense que Georges, il avait ça complètement en lui, c'est-à-dire que dans ses règles, lui, il découvrait autre chose finalement. Il a eu des usages en réalité très divers de la chose mathématique. Il l'a prise pour ce qu'elle est en particulier, qui est comme une image de perfection. Réussir, le grand palindrome, à aboutir à cette espèce d'objet parfait dans la queue de façon
extraordinaire, c'est génial. Et là, il a aimé réaliser des choses qui obéissent à cet idéal de perfection. En même temps, aux chiffres, au nombre, il a demandé d'être des gardes de mémoire. Et ça, c'est très étonnant, la façon dont le 11, le 43, parce que ce que Pérec-ologue assez génial dans son genre, Bernard Manier a découvert, que un certain nombre d'énoncés fondamentaux chez Pérec étaient toujours chiffrés. Message en 11 lettres, etc. 43. Alors continuons, ça le rattache à la grande tradition juive du conte des lettres et de ce qu'elles viennent signifier. Et ce qui est toujours étonnant chez Pérec, c'est quand on croit tenir un bout par lequel il faut aller se déplacer immédiatement à un autre bout de l'horizon. Et ça, c'est con. Ça empêche d'être con, je ne sais pas comment dire, Pérec. Ça oblige tout le temps à un exercice de l'intelligence avec des voies inattendues, non scolaires, comblantes. Et en même temps, Pérec a été vraiment fasciné par l'image de l'exploit. Et très content d'avoir réalisé un certain nombre d'exploits. Dans l'exploit du mode d'emploi, il a tenu à ce qu'il y ait effectivement une case qui manque, qu'il y ait de l'inachèvement, et que c'est, au fond, qu'il y ait de la perfection grâce à l'inachèvement, ce qui est le contraire même de ce qu'on nous avait appris à penser. Et c'est son côté proustien, c'est ce que je disais au début. C'est parce que c'est inachevé que c'est magnifique, parce que ça peut bouger, et en effet, on ne peut jamais le saisir. Et alors, dans votre livre aussi, Claude, dans l'épilogue de votre livre, alors vous avez quand même essayé de montrer des liens, peut-être des fils rouges dans l'œuvre de Pérec, dans les livres, les textes, les films, hétéroclites, différant sans cesse l'instant même où, cessant d'écrire, cette image deviendrait visible comme un puzzle inexorablement achevé. Et donc vous dites qu'aujourd'hui on a un peu plus cette image de ce qu'était l'œuvre de Pérec, et donc vous listez ses contours. Il y a la quête autobiographique, il y a le jeu avec la langue et les structures, on en a parlé, il y a le goût des histoires et des péripéties, et puis il y a l'interrogation du quotidien. Et à la fin de votre livre, vous ajoutez qu'à l'image du puzzle, on pourrait substituer celle des mots croisés. Alors c'était merveilleux comme image pour réunir les deux livres. Vous dites que Pérec invite ses lecteurs à emplir quelques cases de la grille de mots croisés, que ses écrits n'ont cessé de faire s'agrandir, une grille qui n'a pas livré tous ses secrets et qui demeure loin d'être remplie. Et donc moi je me demande, qu'est-ce qui reste à découvrir? Est-ce que on n'en aura jamais fini à essayer de penser le mystère Pérec? Est-ce que peut-être tout va changer encore? Je crois qu'il y a encore plein de choses à découvrir chez Pérec. J'ai dit récemment, de façon un peu rapide, dans une interview parue dans le Matricule des Anges, je ne sais plus, c'est perdu. Et parler de la question du miracle. Je crois que Pérec a été obsédé par le miracle. Je pense à la phrase qu'il dit en psychanalyse sur le divan, où il dit à son analyste, je voudrais, à propos de sa mère, je voudrais la voir comme je vous vois. Et l'analyste lui fait remarquer poliment qu'étant derrière lui, il ne la voit pas. Il ne le voit pas. Mais que le miracle est quelque chose. D'une certaine façon, quand il réalise le grand palindrome, il réalise une sorte de miracle. Et qu'il y a quelque chose d'une quête du miraculeux. Il y a bien sûr toutes sortes d'énigmes qui nous a lancés dans les pattes. J'ai écrit récemment un texte un peu bizarroïde sur Pérec et
protocole des sages de Sion, qui est un texte qui se termine sur une espèce d'aphorie où je vois bien qu'un certain nombre d'éléments du voyage d'hiver réfèrent en tout cas très clairement à la culture juive de Pérec, et peut-être, il y a des coïncidences de dates troublantes, avec quelque chose qui aurait à voir avec les protocoles des sages de Sion. Et une fois que j'ai dit ça, ben, je m'arrête, parce que je ne peux pas aller plus loin. Mais justement, à d'autres d'aller plus loin. Le fait que Pérec ait tout le temps été dans un espèce de conflit avec sa culture juive, un conflit qui l'a amené à avoir des positions assez radicales au début, j'ai rien affiché de tout ça, l'histoire, bon. Et puis à l'époque, ça n'a cessé de le travailler, et de le travailler de plus en plus. Jusqu'où ça l'a travaillé, je ne sais pas. Mais il y a là quelque chose d'intéressant à aller creuser. Il y a des galeries du labyrinthe là à explorer. Bon, j'ai pris celle-là, mais on pourrait en trouver d'autres. Le rapport, par exemple, qu'a Pérec avec les arts visuels, et notamment l'architecture et la peinture, sont bigrement intéressants. Et là aussi, il appellerait... et puis tout ce qui est noué, enfermé, enclos, clôturé chez Pérec, eh ben, on a bien envie d'aller briser un peu la clôture pour voir ce qu'il y a derrière. Et donc toute sa vie affective, sentimentale, érotique, etc., reste quand même un continent très difficile à explorer. Il n'a pas voulu qu'on y aille. Bon, et après, il y a quelque chose là à respecter. D'ailleurs, il ne nous a pas tellement donné les moyens d'y aller. Mais quand même, si on arrivait à ouvrir un peu la citadelle Pérec, ce serait bigrement intéressant. Je crois que sur ce dernier aspect, Sylvia n'est pas d'accord. Et Sylvia, comment on arrive à justement nous permettre de continuer d'explorer Pérec en sachant que quelque part l'image continuera de se recomposer, etc. Est-ce qu'il y a un aspect vertigineux pour vous, malgré évidemment votre proximité avec lui, face à cette œuvre? Comment on imagine tout ça? C'est difficile parce qu'en fait, à l'origine, notre proximité était une proximité familiale, pas une proximité de spécialistes. Et donc, et justement, ma tante a fait ce pas. Bon, elle a commencé longtemps parce qu'elle était vraiment très proche de Georges, donc elle a suivi le développement de son écriture. D'ailleurs, il y a un moment, c'était l'été, donc c'était en 74, l'été, où il écrivait W avant, ma grand-mère est morte juste à l'automne, où il était aussi à la campagne, et il écrivait dans la chambre, là-haut, la grande chambre de ma grand-mère, et elle a vu quelques pages de W qu'elle a lues à ma grand-mère, qui était vraiment fatiguée, en lui disant, tu sais, enfin, tu peux être contente, vraiment, parce que bon, ma grand-mère avait vraiment aimé énormément Georges et l'avait soutenu à sa manière. Ils avaient des rapports compliqués, mais très forts. Et elle lui a dit, tu sais, c'est un grand écrivain. Enfin, elle a lu ces quelques pages. Donc ça, c'était 74. Et bien avant, elle suivait. Donc, ma tante a eu vraiment tout, a suivi Georges, son développement, etc. depuis. Bon, tandis que moi et Marianne, on était beaucoup plus externes. Hein, et moi, je le voyais, je l'aimais en tant que parrain, en tant que j'admirais l'ouverture d'esprit d'une certaine manière. Il cassait toutes mes portes. À moi aussi, de conventionnel, d'éducation un peu conventionnelle. Enfin, donc, il était très tendre et très attentionné. Oui, il était, mais c'était quand même pas du tout un rapport par rapport à ce qu'il écrivait. Donc c'est en effet assez vertigineux, faire les bons choix. Heureusement
il y a des gens qui sont autour. Maurice a été tout à fait fondamental pour je savais que Lily avait très confiance en lui, j'avais commencé à le voir, mais pas beaucoup en fait. Mais après la mort de Georges, on s'est tout de suite vu, et Maurice, et Claude, et Jean-Luc, enfin, c'est une équipe, hein, bon, finalement, mais c'est quand même assez vertigineux, parce que maintenant il reste vraiment des chantiers, des bouts. Enfin, dans ce fond, il reste, c'était bon, toi t'avais, Jean-Luc, tu avais regardé les textes courts, enfin, c'est difficile de savoir quelle est la prochaine bonne idée, la prochaine pierre de la construction. Là, moi, je veux m'intéresser particulièrement à l'art visuel, mais bon, les prochaines pierres, c'est difficile. C'est assez vertigineux. On fait ce qu'on peut, voilà, mais en étant guidé par un ensemble de voix qui sont amicales, qui ont des idées, etc. Oui, mais là aussi, il invite à inventer, jouer. Oui. Et très sérieusement, puisque évidemment il faut rester fidèle à son œuvre. Et évidemment, maintenant, grâce aux méthodes modernes, notamment en ligne, enfin notamment ce qu'on a pu faire pour Lieu, il y a peut-être une manière de présenter certains des chantiers d'une manière où les gens pourront peut-être explorer. Enfin, il faut vraiment maintenant que je développe beaucoup d'imagination pour certaines des choses qui restent, ne pas en faire quelque chose de scolaire, ne pas en faire un livre, mais en faire quelque chose en effet, où on peut découvrir, mais c'est un autre genre d'œuvre, quoi. Donc ça demande du temps. Enfin, oui. De la réflexion. Oui, et puis du jeu, parce que Claude écrit que le grand palindrome de Pérec, en 69, nous offre un accès singulier à l'ordinateur intime qu'est sa cervelle. Mais moi, je trouve que le site inventé par vous, par Maurice, par tous les péréquiens pour Lieu, c'est exactement la même chose. C'est comme si on avait accès au réseau et aux connexions à la fois logiques et complètement impertinents parfois de Pérec. Oui, est-ce qu'on peut sauter d'un personnage à l'autre, enfin, c'est ça qui était... Et puis on a l'impression de recomposer nous, donc c'est aussi cet aspect presque de camaraderie qu'on a avec l'auteur immense qui est Georges Perec, mais qui n'est pas dans sa tour d'ivoire. Alors moi je voudrais laisser la parole à la salle aussi, si vous êtes d'accord, si vous avez des questions à poser à Claude Burgelin et à Sylvia Richardson, alors soit sur la biographie, soit sur Jeu, soit sur Pérec en général. Question de Lydia. Alors la question pose qu'elle vaut, peut-être rien du tout. Il y a une chose qui me préoccupe depuis un moment, depuis que je sais qu'on va se retrouver ce soir, quand même la disparition. C'est pour la langue française la disparition du E. Et que je sache, il y en a deux dans son nom. En tout cas Pérec. Et il y en a aussi dans Georges. Est-ce que ça a un rapport ou c'est ma folie intérieure qui fait un lien? C'est une des énigmes que nous pose la disparition, qui effectivement ne peut pas ne pas avoir pensé à son nom. Il en a joué d'ailleurs les P.R.C. des choses comme ça. Avec les voyelles qui en hébreu... avec effectivement ce que ça signifie en hébreu. Et puis une fois qu'on a dit ça, oui. On a le je crois qu'il n'a jamais dit quelque chose ou écrit quelque chose. Je regarde Marcel, je regarde Jean-Luc là-dessus. Tu sais très bien ce que je pense de la chose depuis très longtemps. Non, on veut l'entendre. Tout a commencé comme un jeu oui. Entre nous, où il s'agissait d'écrire le plus long lipogramme de la langue française. Et pour que le plus long lipogramme soit un record, un exploit, eh ben, il fallait prendre la lettre la plus fréquente.
Donc, voilà, il n'y a rien d'autre. Oui. Alors ensuite, peut-être, mais oui, ben là, au départ, il y avait ça. C'est-à-dire, une fois cette démarche installée, voir effectivement qu'est-ce qu'elle enclenche, qu'est-ce qu'elle entraîne. Il ne peut pas nous... Mais ce n'est pas le départ premier, ça, je suis bien d'accord. C'était un jeu. Un jeu. C'était un jeu que nous avons joué pendant un moment. Ensuite, je me suis retiré. Il a continué tout seul. Donc, tant que moi, je participais à la chose, c'était un jeu, c'était un exercice oulipien. Ensuite, je me suis retiré et il en a fait ce qu'il en a voulu. Et ça reste un exercice oulipien. Aussi. À mes yeux aussi, oui. Pérec a lu le premier chapitre aux Oulipiens. Oui. Et personne n'a vu, et pour cause, Oui, faites l'expérience, faites-le lire à n'importe qui dans le monde, il ne verra pas. Parce que ça ne se voit pas. Dans le premier chapitre, il n'y a aucune espèce d'ouvre-boîte. Voilà. C'est un texte parfaitement. Trois cardinaux, un rabbin, etc. On fait savoir à la population qu'on risquait la mort par inanition. Aussitôt, chacun s'arma d'un fort gourdin, etc. Et donc, vous ne pouvez absolument pas voir qu'il manque quelque chose. C'est ça, oui. Et aucun Oulipien ne s'en est aperçu. Moi, je suis comme Marcel. Je pense que... en fait, comme on était au Moulin, je pense en effet que ça... je suis sûre, on est sûr que ça a commencé comme ça, et que le fait que les dieux dans son... ça n'a pas joué spécialement dans son... Mais je pense un peu comme Claude, qu'il y a quand même un... à partir du moment où il a fait ce jeu-là, c'est devenu quand même une énigme, et quand il dédie W au souvenir d'enfance à eux, 100 points, donc même si c'est aussi les initiales de sa tante, de sa cousine, c'est aussi la lettre E, et à ce moment-là, le lien entre l'autobiographique et le formel se fait quand même. Il me semble. Oui. Non, on sait bien que il continuait, je veux dire, il approfondissait, je veux dire, il trouvait lui-même ce que les gens font en trouvant, il les trouvait lui-même, les autres dimensions. Une fois qu'il avait commencé sur le lancer, ça a explosé aussi dans d'autres dimensions. D'accord. Mais il n'en parlait pas. Non, il n'en parlait pas. Du coup, je voudrais vous poser une question. Vous qui avez édité les jeux, est-ce que vous y avez trouvé des amorces de certaines œuvres en retravaillant ces jeux? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé? C'est pas des arts. Oui, on voit par pérégrination, on voit très bien en fait le lien avec. C'est là où on voit plus clairement le lien avec les choses, un homme qui dort, l'espèce d'espace aussi. Donc on voit apparaître et ça nourrit en fait, ça nourrit pérégrination. Et ainsi que certains des autres jeux. Donc finalement, c'est plutôt qu'il a extrait, parce que les jeux sont venus tard dans son œuvre, ces jeux-là, c'est 78, quelque chose comme ça. Donc, il a plutôt nourri ces jeux-là du passé, plutôt qu'on voit l'amorce, je pense, de Personne ne veut jouer? Il n'y a pas d'analyste dans la salle à qui on conseille de faire des jeux et des mots croisés? Faites les mots croisés de Pérec, parce que là, vous aurez des moments délicieux. C'est difficile. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que c'est bien. Ouais. Il faut connaître son pari sur le bout du doigt. Hein. C'est donc, il y a 20 mots croisés inspirés par les 20 arrondissements de Paris. Et les noms des rues. Et on redécouvre chaque arrondissement, donc des imprimeurs et libraires. Voilà, il n'y a pas que des mots croisés à faire. Ouais.
beaucoup de choses. Dans l'article, dans son entretien dans l'entretien à la conférence où il parle des jeux, il dit des choses très intéressantes sur les mots croisés, pas sur la grille, mais sur les définitions et comment il faut... je l'ai dans mon sac, mais je pourrais le dire. Comment on fait cette juxtaposition, comment il faut comme planer au-dessus des mots, se libérer de quelque chose pour trouver les connexions qui va faire une définition. Oui, il y a un passage là où il explique exactement. Ce n'est pas par hasard, c'est dans les années 30, on appelait Sphinx celui qui composait les grilles et Oedipe celui qui tentait de les résoudre. La popularisation croissante de la psychanalyse a chargé ces termes de connotations troublantes. Mais il n'en demeure pas moins, d'une part, que la devinette posée par le Sphinx était, si j'ose exprimer ainsi, d'une simplicité aveuglante, et d'autre part, que ce qui est en jeu dans les mots croisés comme en psychanalyse, c'est cette espèce de tremblement du sens, cette inquiétante étrangeté à travers laquelle s'infiltre et se révèle l'inconscient du langage. La formule finale est éblouissante. C'est dans quel texte? C'est tiré de la préface un volume mots croisés, s'il existe encore aujourd'hui dans le commerce. C'est ça, c'est en feuilleton. Dans les propos que tu as eu, Claude, moi, il y a un mot qui fait explosion, si j'ose dire, c'est le mot miracle. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, parce que ça m'intéresse bizarrement. Je crois qu'il a cherché quelque part, il a été obsédé par la recherche d'une formule magique. La recherche de formules magiques. Je dis ça un peu sauvagement, j'ai pas beaucoup de... Et c'est quelque chose qui me travaillait. La chimie? La chimie? Non? Oui, si on veut, je sais pas. Tout le temps, il cherchait à faire dire aux mots un peu plus que ce qu'il pourrait dire. Il y a là quelque chose d'obsédant d'arriver à la phrase parfaite, à la formule parfaite, comme une formule magique, peut-être une formule parfaite. Une fois que j'ai dit ça, je m'arrête penaud parce que je ne peux pas aller plus loin. Mais je sens que des esprits mieux inspirés que les miens devraient arriver à... Mais on voit ça dans sa poésie. Il y a dans sa poésie, celle qui est très la poésie cherchait ça. C'est pas loin du miracle par moment. Non, mais c'est assez époustouflant ce qu'il a réussi à faire. Oui. Donc, peut-être que là, on sent qu'il y a une recherche très près de la langue, très près de la lettre. Et de ce point de vue-là, il se peut que j'ai commis un vaste contresens dans le chapitre sur la poésie, où justement, je suis un peu goguenard dans la poésie de Pérec, alors qu'il y a peut-être à l'entendre autrement. Donc, goguenard parce que la poésie de Pérec, Christelle Reggiani, qui est une personne que je respecte et admire beaucoup, dit que, les notes de la Pléiade, que Pérec restera un des noms des grands poètes du XXe siècle. Là, je dis clairement non. Non, parce qu'il y a quelque chose du génie poétique qui parle le sien, mais qui a une recherche poétique totalement originale et recherchant par des assemblages de lettres à faire dire aux choses autre chose que disent, ça c'est... Il y a des choses passionnantes à chercher de ce côté-là. Donc la poésie, c'est l'erreur dans le système Pérec. Oui. C'est ça? Parce que par ailleurs, c'est génial. C'est négligé, je trouve, personnellement. Je trouve qu'on la néglige parce que c'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile et on ne sait pas trop comment... Pas rigolo? Ouais, ça dépend. Ça dépend. Oui, merci beaucoup. J'aurais juste aimé vous entendre sur la question des noms propres, parce qu'on a parlé des lieux, des pérégrinations, etc. Mais il me semble qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant chez Pérec autour de la question du nom, alors qui est traité avec beaucoup d'alacrité dans le petit vélo, avec beaucoup moins dans la vie mode d'emploi, etc. Mais il me semble que ce tremblement, pour reprendre le mot que vous dites, ou aussi ce foisonnement
des noms propres, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Ils sont pas le fait du hasard, ils sont riches, ils sont pas communs, ils nous racontent chacun une histoire, et c'est quelque chose que je trouve très intéressant aussi. C'est une question passionnante. Je prends un détail par exemple. Dans Un homme qui dort, il n'y a pas de nom propre d'amis qui soit prononcé. Tu n'ouvres pas ta porte, etc. Bon. En revanche, les noms de rue sont donnés, des noms propres. Là, on retrouve le prochain à travers le nom propre. Il a été fasciné par qu'y a-t-il dans un nom propre? Comme l'autre là, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'y a-t-il? Il se trouve que j'ai tombé dans l'anecdote puisqu'on est en fin de soirée. Mon nom est d'Urgelin, certes, mais c'est en réalité Burgeline. C'est un nom allemand. Et tout ce que je sais sur l'origine de ce nom, c'est que c'était le nom de protestants qui avaient franchi le Rhin après la révocation de l'édit de Nantes, des protestants français, et qui avaient été rebaptisés d'un nom allemand, et qui s'appelait quelque chose comme Bourguet, ou Castelot, ou Châtelet, un nom dans ce goût-là, qui avait été littéralement... Et c'est une histoire qui avait fasciné Pérec, et alors il a mélangé dans la vie d'emploi Kleinhof qui devient Linhaus, qui est un petit tricotage très péréquien à partir de cette histoire que je vais raconter. Il y a Elis Island aussi où il y a des... Et que la dissimulation patronymique de son origine juive, c'est quelque chose d'extraordinaire, que le nom, la meilleure protection, alors que les juifs partaient en camp de concentration à cause de leur nom, lui avait un nom qui le protégeait de la déportation s'il avait un peu de chance. C'est fascinant cette histoire. Non, les noms propres sont très... Alors, il aimait lire le dictionnaire des noms propres, par exemple. Il avait, de toute façon, il aimait beaucoup lire le dictionnaire, mais le dictionnaire des noms propres. Et les noms des personnages à des modes d'emploi sont soigneusement choisis, référence à tel livre, etc. J'ai remarqué que dans sa bibliothèque, ça m'a étonné, j'ai pensé à Proust, il avait un exemplaire du Gotha. Oui, ça m'a étonné. Je dis, tiens. Ah ben, reprends le Gotha, c'est... Ah, c'est très croustillant, hein? Ah oui. Ouais, mais il avait ça dans sa bibliothèque, Pérec. Mais c'est des noms, non? Oui, c'est un collectionneur de noms. C'est lourd. Et quel nom? C'était un collectionneur de noms. Il n'y a plus de questions. Je vous invite à découvrir donc, ces 2 volumes grâce à la libraire qui est présente ici. Et puis, on peut peut-être poursuivre un tout petit peu la conversation après. Voilà. Merci à tous.